Bonsoir, je suis Kadiatou Tunkara, je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue dans le podcast Dissidence. Merci. Tu es sans doute la deuxième féministe à passer. La première était là. La discussion était fluide au départ, mais à la fin, on a failli se bousculer. J'espère que ça sera pareil ou pas avec toi. Qu'est-ce que tu attends réellement? Eh bien, précision très importante. Je ne suis pas féministe au sens propre du terme. Bon, oui, de par l'objectif général, d'accord, je me dis féministe et dans sa vision spécifique, je suis pas féministe. Donc, il faut cette précision-là. Je suis plutôt droit de l'hommiste. Je me définis plutôt comme ça parce que je ne me bats pas que pour les femmes, mais plutôt pour le droit humain. Voilà. D'accord. Merci pour la précision. Alors, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui une dame qui évolue dans des causes nobles. Aujourd'hui, nous allons discuter de féminisme. On va discuter de tout et de rien, bien sûr. Dans ce podcast, on se tutoie, on se vouvoie, on fait comme on peut parce que chez les dissidents, le respect ne réside pas que dans les lettres. Le respect, c'est un mode de vie. Alors, on aimerait savoir dans un premier temps, nous sommes dans le mois de Ramadan, quelle doit être l'attitude des hommes envers leurs femmes pendant ce mois-là? C'est une question très importante. Comme par ailleurs, les hommes sont toujours les binômes des femmes. Voilà, une relation de couple, c'est une relation de complémentarité. Et donc, le mois sans, c'est pour tout le monde. Et donc, le miséricorde Dieu même demande à ce que tous les êtres humains fassent des efforts, voilà, pour avoir des bénédictions. Donc, les hommes peuvent aider les femmes dans la cuisine, bien sûr. Peuvent ou doivent? Bon, ils doivent le faire, mais ils ne le font pas. Mais ils peuvent, parce que s'ils le font pour le miséricorde, d'accord, voilà, mais il y a peu qui font pour les femmes plutôt que pour le contraire, d'accord. Donc, il est important que les hommes sachent que ce mois est très exceptionnel et que leur apport sera très important, et d'ailleurs très important pour avoir des bénédictions et surtout chez la femme et surtout sur le miséricorde. Donc, les hommes doivent accompagner les femmes dans leurs travaux. Il y a bénédiction dedans? Bien sûr, parce que souvent, nos cultures sont influencées par notre religion. Ouais. C'est important. Ouais. Et pourquoi les femmes sont souvent dans l'inaction? On a l'impression que les femmes sont passives. Quand il s'agit des mouvements qui partent dans le sens du développement, par exemple, d'un pays, quand il s'agit des rassemblements, quand il s'agit même dans un couple d'apport, c'est l'homme qui fait toujours plus. Pourquoi les femmes sont dans cette posture de stagner, dans l'inaction, dans l'inactivité? Pourquoi elles se plaisent dedans? Alors, la passivité de la femme, voilà, est traduite par l'influence des normes socioculturelles, voilà, qui ne permettent pas l'engagement de la femme, voilà. Donc, l'éducation de la femme est plus souvent associée à des facteurs qui ne favorisent pas son émancipation. Et c'est une sorte de construction sociale qui fait que les femmes ont du mal même à se retrouver dans leur engagement parce que dès le bas âge, les jeunes filles sont plutôt éduquées à être femmes au foyer que à être indépendantes. Donc, disons que elles sont éduquées pour soutenir l'homme, voilà, pour soutenir l'autre que s'épanouir elle-même. Et donc, dès le bas âge, on inculque dans la tête de la femme que peu importe son diplôme, peu importe ses efforts, elle finira à la solde d'un homme. Donc, elle finira par faire un choix et c'est là où sa vie commence, en fait. Et c'est le terminus pour elle. Et c'est ce qui doit être d'abord rectifié. Ça fait que, d'une part, les femmes sont un peu plus passives dans l'apport. Mm-hmm. C'est parce qu'elles sont minoritaires. Il y a rare de femmes qui parviennent à se démarquer de cette mentalité-là
pour s'engager afin de travailler au même pied d'égalité que les hommes. Donc, il y a ces stéréotypes qui sont associés à leur éducation qui doivent être revus. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que les femmes s'éveillent, pour que les femmes comprennent que pour le développement de nos différentes nations, leur apport est grandement souhaité et sollicité? Eh bien, il faut commencer déjà par promouvoir l'égalité des sexes, et l'équité entre ces deux parties, donner à un homme le même droit et les mêmes responsabilités aux femmes et hommes. Et cela commence par le bas âge. Donc, il faut enseigner aux femmes que leur apport est capital. On dit que notre population est sur 14-15 millions d'habitants et majoritairement est constituée de femmes. Il y a 60% des femmes. Imagine 60% des femmes et 40% des hommes. Mais on vous dit que parmi ces 60%-là, il n'y a par exemple que 30% qui travaillent. Où sont les restes des 30 autres? Donc ça veut dire que pratiquement les femmes ne produisent pas majoritairement. Et plutôt ces 30% sont aussi plus dans l'informel. Voilà. Et donc, il faut éduquer les femmes à être financièrement indépendantes, à se lancer. Et donc, si on veut un changement, il faut tout de suite faire un pas vers le cibassement pour pouvoir réorienter les choses. Donc, en ce sens-là que les femmes peuvent se réveiller, c'est en ce sens qu'elles peuvent aussi apporter. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent être discutés à cet effet, bien sûr. D'accord. Tu me regardes, on discute ensemble. Et j'aimerais savoir, selon toi, la supériorité de l'homme sur la femme, est-ce une réalité ou bien un mythe? Eh ben voilà, c'est, disons, un récit qui se chante, disons. Donc, c'est un récit? C'est la question de supériorité, c'est juste dans la conception culturelle, dans la construction sociale, que, comme je l'ai dit en l'entame. Et voilà, il y a certaines thématiques ou certains facteurs qui peuvent se discuter. Par exemple, quand on prend la constitution humaine, on sait que physiquement, que les femmes n'ont pas la même force que les hommes, mais biologiquement, c'est prouvé que la femme, elle résiste plus, voilà, à la douleur que l'homme, parce que c'est la femme qui enfante, c'est elle qui est victime de règles douloureuses et autres que nous savons. Nous connaissons tous. Voilà. Et en ce sens-là, il faut comprendre que la notion de supériorité s'impose automatiquement. Parce que on a fait comprendre aux hommes que dans leur éducation qu'ils sont supérieurs aux femmes parce que ils ont plus de force que la femme et tout, et que c'est la femme qui doit rester à la maison, eux ils doivent sortir. Voilà, et cela depuis le bas âge. Je vais vous expliquer le phénomène. Vous savez, Dieu le miséricorde, il a créé les êtres humains, mais tout en ne les laissant pas à la merci de la nature. C'est comme l'enfant et le père. Pour éduquer ton enfant, voilà, il faut que ça soit purement stratégique. Donc, il faut, mettre des stratégies en place pour mieux l'orienter. Et donc, ce qui fait la différence entre nous, les êtres humains, et les animaux, c'est l'ordre, au fait. Et donc, l'homme est le chef de la famille. Moi, je suis totalement d'accord avec cette idéologie parce que l'homme de nature, avec la substitution, est fort, d'accord, a plus de force, d'accord, mais cela ne l'impose pas cette idéologie de supériorité. C'est comme dans les entreprises, au fait. Hiérarchiquement, tu peux être supérieur à ton collègue de travail, mais cela ne veut pas dire que tu es supérieur à lui humainement, ce qu'on appelle la supériorité administrative. Et donc, dans le foyer, c'est pareil. Il faut un chef, il faut en tout cas un dirigeant. Et donc, ça fait que l'homme, en raison de sa force, son rôle primordial, c'est de protéger sa famille, nourrir sa famille, je vais répondre etc. Voilà, donc. Je ne suis pas trop dans le cadre de la force. Moi, je me dis que la supériorité de l'homme même vient de Dieu. Tu es musulman, non? Bien sûr. Dieu a commencé la création par l'homme.
Dieu, peut-être, il aurait dû commencer la création par les deux sexes. Mais le fait pour Dieu de commencer la primauté de la création par l'homme, c'est une preuve que Dieu a toujours voulu que l'homme soit devant la femme dans tous les domaines de la vie. Eh bien, on dit souvent que le premier de l'école n'est pas le premier de la vie, s'il vous plaît. Mais cette idée la création a commencé par l'homme et la femme n'était pas dans le premier plan de Dieu. C'est notre conception, c'est comme ça le récit a été raconté. Tu crois à ça? Eh bien, je vais te faire cette précision-là. C'est vrai que l'homme a été le premier être à être créé, bien sûr. Mais philosophiquement encore, les philosophes ont leur interprétation, mais vu que je suis religieux, je m'en tiens à cette explication. Bien sûr, c'est vrai que c'est le premier être à être sur Terre, mais en cela, ça ne veut pas dire que c'est le premier être à être sur Terre, que la femme est venue de lui, que la femme est inférieure, comme je le disais à l'école par exemple. Tu peux être premier de la classe, mais tu n'es pas premier de la vie après l'école, d'accord? C'est dans tous les domaines. Vous n'avez pas entendu l'ardage qui dit que comment dirais-je, l'élève peut dépasser le maître? Voilà, donc vous pouvez instituer des valeurs à une personne, d'accord, inculquer les valeurs éduquées, mais cette personne devient meilleure que vous. Donc c'est la nature humaine, c'est la nature de toute chose a un fondement, a une histoire. Donc si l'homme a été le premier être à être créé, d'accord, mais est-ce que il est écrit quelque part dans le Coran que l'homme est supérieur à la femme? Non. Est-ce que Dieu a dit que l'homme est supérieur? Dieu n'a dit, à ce que je sache, qu'il n'y a que de soumission entre lui et les êtres. Donc ça veut dire que sur ce coup, on peut parler de supériorité. Donc quand on parle de supériorité, c'est entre les humains et Dieu, pas entre des individus. Donc ce sont des erreurs de foi un peu marginales que nous faisons dans notre communication. Donc, sans le pratiquement, savoir. aujourd'hui, si tu es dans un couple, quand ton homme t'épouse, on parlera là de soumission. Tu vas être soumise ou pas? Parce que les hommes, ils exigent toujours la soumission de la part de leur épouse. Les hommes, ils peuvent négocier tout dans le foyer sauf la soumission. Les hommes, en majorité, ne discutent même pas de ça. Quand une femme n'est pas soumise, là, ils préfèrent écarter que de prendre. Bon, ça dépend de ce que vous appelez soumission. Parce que pour moi, le mot soumission, ça n'existe pas entre êtres humains. Dans le Coran, Dieu ne l'a pas employé. Comme je l'ai dit, il a employé le mot soumission entre lui et les humains. Voilà. Pour moi, c'est plutôt une relation de réciprocité, d'obéissance mutuelle. D'accord? Quand on parle de soumission, si je le prends entre griffes, parce qu'on emploie le terme, la soumission, c'est de respecter, en tant que pour une femme en tout cas, c'est de respecter son homme. C'est d'obéir à son homme quand il y a des décisions à prendre, et elle doit consulter son mari et tout. Et le mari aussi a l'obligation de faire pareil. Donc quand vous parlez de la soumission relativisée, la soumission ne veut pas dire se faire marcher dessus, d'accord, comme bon homme d'homme le pense, mais plutôt le respect mutuel, la compréhension, mais une femme qui est douce, une femme qui s'adresse bien à son mari. Et en ce sens, je peux me définir comme femme soumise, une femme qui s'adresse de façon respectueuse qui s'adressera, bien sûr, bien que je suis pas mariée d'abord, de façon très soumise, disons respectueuse à son mari, et une femme qui essayera, en tout cas dans la mesure du possible, de comprendre son mari et de discuter sur des concepts, en tout cas du fondement des activités, en tout cas liées au foyer. Et donc, en ce sens, je me définis comme femme. Mais votre soumission dans l'extrême, la soumission que nous se voulons faire marcher dessus, et non, je ne suis pas pour cette idée. Et puis, je ne vois pas en quoi je vais me laisser marcher dessus et que je ne marcherai pas dessus. Parce que, au fait, nous sommes tous des êtres humains, je suppose. Donc, si tu respectes une personne, la personne est obligée de te retourner le même respect. C'est pourquoi moi, je dis souvent que la soumission s'impose. On n'impose pas la soumission. Parce que quand vous traitez votre semblable de la manière dont vous voulez être traité, la personne vous traitera comme ça forcément. Voilà, donc il faut lever cette nuance-là sur cette question. Avec le concept de femme indépendante, femme battante, actuellement, cette notion de soumission que les hommes attendent des femmes n'est vraiment pas sur la table. Chaque fois que tu veux épouser actuellement une femme, le concept
qui domine. Quand une femme est indépendante, quand elle gagne de quoi manger régulièrement, tranquillement d'elle-même, si elle n'attend pas grand-chose de son mari, difficilement cette notion de soumission que nous voulons évoquer, la notion elle devient absente dans le couple. Comment tu traduis cela? Est-ce que tu penses que quand on est une femme indépendante, une femme qui se bat, une femme qui gagne dignement sa vie, est-ce qu'elles ont du mal parfois à trouver une relation stable et facilement même? Bon, ce que tu dis est relatif, voilà, c'est très nuancé. Disons, c'est d'ailleurs source de conflits non seulement de beaucoup de couples, mais également beaucoup de couples dans le sens où si la femme, c'est une femme indépendante, mais également pour les femmes célibataires, ça fait que elles ont souvent du mal à trouver un partenaire fiable. Donc, il y a ce qu'on appelle les stéréotypes associés à l'éducation de la femme. Voilà. Ces stéréotypes, c'est quoi? C'est que il y a une idée construite autour de la formation de la femme. Donc, on se dit, une femme qui a avancé dans les études, une femme qui est bien formée, on suppose que c'est cette femme-là qui a cet état d'esprit de discernement et surtout qui est capable de comprendre des choses, voilà, et surtout qui connaît la vie. Donc, elle n'est pas facile à amadouer. Ouais, donc, on suppose que on suppose que cette femme-là, elle sera pas facile à gérer dans un foyer parce que elle aura toujours du mal à comprendre les choses et elle sera plutôt dans cette idéologie d'analyse et qu'elle ne prendra nullement aucune décision à la légère. Et c'est une erreur. Souvent, les femmes qui sont éduquées, ce sont des femmes matures. Ce sont des femmes qui connaissent la vie. Comme je l'ai dit, le travail nous permet de nous épanouir. D'accord? Le travail nous permet de ne pas être à la merci. Voilà, de ne pas être non seulement à la maison, de nous épanouir, mais de comprendre la vie. Et donc, une femme qui travaille, on suppose que c'est une femme épanouie, qui comprend facilement les choses. Okay. Voilà, donc cette stigmatisation qui est associée à l'éducation des femmes pousse aujourd'hui beaucoup de femmes instruites à ne pas s'engager dans une relation parce que souvent les hommes ont cette idée préconçue bien même avant de se lancer dans la relation. Et donc, il faut comprendre, il faut relativiser les choses. Il y a des femmes comme ça qui peuvent être naturellement autoritaires, mais ça se trouve déjà que elle avait ce critère-là bien avant d'avoir l'argent ou être indépendante. C'est sa nature. Voilà, on a connu d'autres femmes qui sont indépendantement, qui sont financières et surtout qui sont très soumises dans leur foyer, comme entre griffes, quand je parle de soumission, et surtout qui soutiennent aussi leur mari, qui sont très compréhensibles. Voilà, donc c'est pas une règle, voilà, c'est pas une règle en général. Voilà, donc ce sont des idées qui ont été construites pour déstabiliser la femme à ne pas se développer. Ce sont des constructions sociales, voilà. Et parlons à présent du body count. Comment tu vois le fait que la société, le fait que les hommes s'intéressent plus au passé sexuel de la femme qu'à celui de l'homme? Quand un homme veut épouser une femme, il regarde d'abord le nombre de partenaires sexuels que la femme a eu dans le passé. Plus il est trop, plus la chance qu'il l'épouse diminue. Comment tu vois cela? Bon, disons, moi je peux dire que c'est lié à l'éducation, son manque de culture. Voilà, le monde est en perpétuelle évolution. Avant, peut-être, on pouvait comprendre cela parce que nos sociétés humaines n'étaient pas trop modernes, voilà, développées. Il y avait chaque société avait sa tradition par rapport à cette thématique et la question de body count, de virginité était trop sensible à l'époque. Et donc la femme, comme je l'ai dit à l'entame, depuis la construction humaine, la femme est considérée non seulement comme sexe faible, mais aussi comme fragile. Voilà, et disons que souvent même elle est victime de protection exagérée. Donc, on suppose qu'il faut protéger la femme, il faut pousser la femme à garder sa chasteté, voilà, bien avant le mariage. Et cela est influencé par la religion, disons, bien que c'est pas une norme religieuse, voilà, il faut le dire. Et de nos jours, comment toi tu perçois cela? Est-ce que tu penses que c'est important qu'on s'intéresse au passé sexuel de la femme
uniquement de la femme. Non, pas du tout. Je suis en train de relativiser les faits. Ok. C'est pas du tout pertinent. Parce que le fait, c'est, je dis, c'est un manque de culture. Parce que, en tout cas, un homme cultivé, un homme qui a le sens de compréhension de la vie ne se mettra pas dans cette logique. C'est pas normal. Du moment où on doit vérifier que la femme, elle garde sa chasteté, bien que l'homme aussi doit être dans cette même évidence. Voilà. Et donc, les deux n'en font pas exception. Est-ce que les hommes, ils insistent beaucoup sur ça parce que souvent, personne n'a envie de porter un vêtement qui a été porté de par le passé par 10 personnes. Donc, est-ce que tu ne trouves pas de la justesse dans cette réflexion des hommes? Est-ce que, je crois que dans ta question, la réponse s'y trouve. Tu viens de me dire que personne n'a envie de porter un vêtement qui a été porté par 10 personnes, mais pas nous, les femmes, qui allons constituer l'exception, s'il vous Mais plaît. pourquoi vous, les femmes, donc, souvent, vous ne portez pas du regard strictement sur le passé sexuel de l'homme? Qui vous dit qu'on ne porte pas de regard sur le passé sexuel? C'est parce que c'est devenu tellement un mythe, mais disons un complexe, parce qu'on suppose que la chasteté de la femme est plus importante que celle de l'homme et tout. Donc, on s'est mis dans cette logique-là. En fait, il y a certaines mythes autour de l'homme qui n'est jusqu'à présent pas levé. Et donc, on suppose que un homme qui a eu plusieurs relations, c'est un vrai. Ouais. Et une femme qui a eu plusieurs relations, en quelques mots, c'est une pute, d'accord? Ouais. Et donc, nous, les femmes, ça fait qu'on ne se pose pas trop cette question, mais on s'y intéresse parce que dans la tête, je ne connais pas pour toutes les femmes, mais pour moi, être avec un partenaire qui a été avec plusieurs autres femmes, en tout cas, ça demande à savoir, est-ce que parmi les plusieurs autres femmes qu'il a fréquentées, il n'y avait pas des femmes qui étaient victimes de telle maladie ou telle. Donc, ça se pose des questions. En tout cas, un partenaire avec qui tu es censé partager ta vie, il y a souvent ces questions qui se posent. Voilà, surtout, nous sommes dans un monde plein de maladies et autres. Je ne rentrerai pas dans ces détails, mais c'est pour nous, je ne dirais pas pour une femme lambda qui se trouve dans un village fond, qui ne cherche qu'à se marier, qui a été éduquée comme ça. Mais nous, les femmes modernes que nous sommes, nous cherchons également de la même façon que les hommes cherchent. Par exemple, moi, le bout du compte que j'évalue chez ma fille du partenaire pour le mariage, quand ça dépasse 2, je ne t'épouse pas. Est-ce que c'est de la même façon, les femmes modernes là sont strictes avec aussi? Moi, le body count d'une fille, quand le body count d'une fille dépasse 2, je laisse tomber. 2. Eh bien, quel est l'indicateur de mesure? Je me demande. Il n'y a pas d'indicateur de mesure. Particulier pour toi? Non, mais pas du body count dont tu es en train de me parler. 2, elle peut te dire qu'elle a eu 2, mais est-ce que c'est vrai qu'elle a eu 2? Bien sûr, je peux faire des recherches. Il y a toutes les possibilités que la technologie offre actuellement pour savoir tout cela. C'est impossible. Biologiquement, c'est une femme déjà qui a connu un homme, d'accord, qui a eu une première relation sexuelle. C'est difficile, disons impossible de savoir on peut comprendre quand même qu'elle est à un début, d'accord, qu'elle est peut-être à un début d'une façon ou d'une autre. Je suis pas trop biologiste, mais c'est impossible de déterminer le nombre de partenaires avec qui elle a passé. C'est comme chez l'homme, d'accord. L'homme, il n'a pas besoin de commencer, mais c'est difficile d'identifier. Une fois que la femme commence, non. Donc, il n'y a pas d'indicateur de vérification. C'est pas ce qui compte. Pour moi, ce qui compte, c'est la beauté de l'âme, d'accord? Okay. Cette compréhension, l'alchimie là qui existe entre vous et qui, en tout cas, vous pousse à vous réunir. La relation va au-delà du sexe, en fait. Voilà, donc, ouais. C'est ça. Donc, quand on doit épouser une personne, il n'y a pas que l'aspect sexuel qui est important. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit l'aspect sexuel. J'ai dit, il n'y a pas que. Exactement. Voilà, il n'y a pas que. Il y a d'autres aspects qui comptent, mais très malheureusement, dans notre société, on s'accroche plus à l'aspect sexuel que surtout quand il s'agit de la femme, d'accord? Ouais. On a envie de savoir parce que les hommes se sentent supérieurs, ils se sentent en vrai homme quand ils épousent des femmes qui n'ont pas pratiquement pas connu de. Donc, mais disons, il y a des hommes qui font l'exception. S'il vous plaît, il y a des hommes même de nos jours qui ont peur des femmes qui n'ont pas été touchées d'abord. Voilà, donc c'est relatif. D'accord. Et souvent, lorsqu'une femme est victime d'injustice,
elle est victime d'une injure, elle est victime d'une violence, ça crie toujours, si ça vient de l'homme, ça crie toujours que l'homme doit respecter, l'homme ne doit pas faire ça parce que les femmes sont nos mamans. Ça se dit toujours. Mais si c'est l'inverse, si c'est un homme qui est victime de violence dans un couple ou peu importe, ça ne se dit jamais que les femmes ne doivent pas faire ça parce que les hommes sont leurs pères. Comment tu conçois ça? Est-ce que tu ne penses pas qu'à vouloir trop militer pour la cause de la femme, on finit par écraser la valeur de l'homme? En fait, c'est une façon, pour moi, c'est la forme la plus réductive des droits humains. C'est pour ceux qui ne mesurent pas l'enjeu des droits humains. Moi, je suis droit de l'hommiste, donc je ne ferai pas cette exception. On ne doit pas promouvoir le droit de la femme au détriment de l'homme. Ouais. Voilà, je suis parfaitement d'accord avec cette idée. C'est vrai, mais c'est pas que les femmes qui minimisent ce facteur-là. Il y a des hommes aussi qui sont impliqués souvent. Quand les hommes disent je suis victime de viol ou violence, souvent ça rigole partout, on le sait. Ouais. Ça rigole. Il y a d'autres même qui disent j'aurais préféré être à ta place et tout. Et donc on minimise les violences et pourtant c'est sérieux, d'accord, parce que comme je viens de le dire, par rapport à la constitution humaine, on n'a pas la même force, c'est vrai, l'homme et la femme, mais il y a des exceptions près. Et donc il y a de ces exceptions, de ces femmes-là qui sont capables de battre leurs femmes, voilà, des femmes qui sont capables de battre leur mari, disons. Et donc, cela n'est pas à prendre parce que la violence n'est pas à occasionner dans tous les cas. Peu importe, voilà, parce qu'on suppose une personne qui te violente, c'est un agresseur pour toi, d'accord? C'est pourquoi souvent, il y a un ami qui m'a beaucoup inspiré en ce sens, qui dit que tous les parents devraient inscrire les filles dans un centre de karaté pour leur permettre de se défendre face à leur agresseur. Ah bon? Donc, une personne qui te tape, c'est une personne qui t'agresse, en un mot. Et donc, c'est un phénomène qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, je suppose que c'est une erreur que nous faisons souvent dans la communication. Et cela même commence par les hommes, d'accord, qui négligent, qui minimisent ce facteur-là. Pourquoi les femmes excellent de nos jours dans l'hypergamie? Quand une femme, actuellement, veut une relation, un mariage, elle préfère plus un homme qui a un statut social élevé, un homme qui a un rang social, comme ça. Très bien. Je suis en train d'écrire sur les facteurs socio-culturels qui freinent l'engagement de la femme. Parmi ces facteurs-là, il y a la nature de l'éducation de la jeune fille. Et j'ai parlé d'une partie de cette nature-là pendant le début de mon intervention qui concerne l'éducation au foyer, qui est être indépendante. Mais au-delà, pour des femmes qui sont plus présentables, pour des femmes qui ont plus ou moins une présentation physique admirable, elles sont souvent désorientées par les familles parce que souvent on inculque certaines choses sans faire exprès. C'est pas, les parents le font très naturellement, d'autres par contre le font exprès. Par exemple, vous voyez une fille quand elle commence à grandir un peu plus présentable et la famille commence à dire c'est notre Manankun, c'est elle qui va nous sortir de la pauvreté, c'est une entreprise et tout. Et donc on suppose dès le bas âge, on sait que c'est elle qui va nous sortir de cette situation de pauvreté là. Et c'est mal. Et dès le bas âge, la fille, elle commence à prêter attention à elle. Elle commence à apporter beaucoup d'estime, voilà, à s'habiller d'une autre manière. Elle commence à choisir minutieusement ses fréquentations. Et surtout, la famille même la pousse à fréquenter des personnes qui ont un rang plus élevé. Ouais. Voilà. Donc, quand vous prenez ce facteur-là, il faut savoir que c'est dès le bas âge, dès en famille. Donc, parce que la fille, souvent, elle a le libre choix de choisir un homme qu'elle veut. Mais souvent, par pression de la famille, par tout ce qui a été dit, par rapport à elle, ne la permet pas de faire un choix, de faire un choix avec le cœur, propre. Et surtout, quand il s'agit de l'intérêt de sa famille, d'accord? Donc, la question de la famille s'impose tout de suite dans son choix. Donc, elle regarde plutôt, elle préfère choisir sa famille
que son bonheur personnel. Et c'est ce qui est grave, il faut rectifier. Et les filles font leur choix en fonction. Sinon, si on laissait le libre choix à beaucoup de filles et que cette éducation à la base était rectifiée, beaucoup de femmes allaient faire leur choix sans contrainte en réalité. Et peu d'entre elles, par exemple, de ces femmes-là qui ont été victimes, qui sont parvenues, en tout cas, à se départir de cette idée, par exemple. Donc, il y a des femmes, en tout cas, qui sont parvenues à se dire non, peu importe, je ne dois pas favoriser un homme qui a une classe économique plus grande que moi, mais plutôt, je dois me chercher, je dois être indépendante. Mais ces femmes-là sont combien, sont rares. Il faut rectifier cela. Et c'est pourquoi les femmes privilégient beaucoup plus les hommes qui ont plus de moyens qu'elles. Est-ce que, au regard de cela, tu ne penses pas que l'amour est devenu rare dans notre génération? Parce que les femmes s'intéressent beaucoup plus au matériel quand il s'agit du choix de partenaire qu'à l'amour. Eh bien, bien sûr, mais sans doute, je crois que l'amour existe beaucoup. Il faut ouvrir les yeux pour voir parce que, disons, on est trop aveuglé de par les phénomènes, disons, les histoires qui font du buzz sur Internet parce que souvent, ce sont des bad buzz, disons. Pas que le bad buzz, c'est aussi, les gens le vivent dans la vraie vie. Des bad buzz, ce sont des histoires méchantes, des histoires tristes qui prennent de l'ampleur sur Internet. Et donc, vous allez voir une femme qui est heureuse ou bien un homme qui est heureux dans sa relation et l'affiche, d'accord, ça fait pas trop d'attraction. Mais dès qu'une femme qui est triste, qui vient parler de son histoire de foyer, elle a été battue, elle a été telle, ou un homme qui vient dire, elle a tout fait pour une femme, mais après il a été trahi, il a envoyé une femme à l'Occident et tout, vous verrez tout de suite que ça commence à prendre de l'ampleur sur Internet. Sans comprendre qu'il y a 1000 de ces cas contraires qui sont dans le monde. Il y a 1000 de ces jeunes couples qui sont heureux, voilà, qui s'aiment de façon naturelle, sans même comprendre qu'il y a des femmes ou des hommes quelque part qui sont en train de vivre le véritable amour en soutenant leur partenaire. Le véritable amour, ça existe, mais on vit un monde dans lequel nos choix sont influencés par quelque chose. C'est pourquoi on dit que le libre choix n'existe pas. On fait le maximum pour être juste. Sinon, en réalité, toutes nos décisions, tous nos choix sont influencés par quelque chose. Donc, voilà. Toi, tu crois de nos jours que l'amour existe toujours? Ah, bien sûr, ça existe. Ça existe. L'amour est bel et bien réel. Il y a des gens qui sont brisés, qui ne sont pas ouverts à ce genre d'analyse, à ce genre de compréhension. Bah oui, je comprends. Ce sont des personnes qui ont été blessées de par le passé. Voilà, l'être humain constitue, le présent de notre humain est constitué des répercussions du passé. Ouais. Disons, les hommes ou les femmes qui pensent que l'amour n'existe pas, ce sont des gens qui ont été victimes, soit qui n'ont pas bénéficié de l'amour maternel, paternel, qui n'ont pas grandi avec leurs parents, qui ont grandi dans des situations difficiles, qui n'ont pas eu la chance d'être soutenus par des amis, par leur entourage, ou qui ne sont pas tombés par des hommes ou sur des femmes qui ne les ont pas soutenus. Voilà, donc il faut comprendre ces personnes. Mais une personne qui a été aimée sincèrement, qui a vécu le vrai amour, ne dirait pas que l'amour existe, même s'il a par ailleurs, il a reçu des coups. Voilà, il se dira, c'est la vie, c'est l'équation de la vie. Et bien, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Moi, je me dis que si l'amour n'existe pas de nos jours, c'est parce que cela est dû au fait que les femmes ne se lient pas à quelqu'un pour des sentiments. Quand une femme doit se lier à un homme, ce n'est pas l'amour qu'elle regarde dans un premier temps, ce n'est pas les sentiments qu'elle pèse. Elle regarde d'autres facteurs, elle évalue, elle jauge d'autres aspects qui transcendent l'amour. Je pense que c'est ce genre de fléau qui fait que les gens sont dans ce genre d'attitude-là. Au contraire, l'amour, c'est un fait naturel. Au fait, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Non, on ne choisit pas. En fait, l'amour s'impose à nous. Bon, eh bien, dans certains cas extrêmes, par exemple, celles qui sont à la recherche de l'argent, de la stabilité, peut-être choisissent leur amour. Mais en réalité, l'amour, c'est quelque chose qui est imprévisible, d'accord? Et donc, quand
on t'en dit que souvent, les femmes cherchent de qui tomber. Bien sûr, il y a de ces cas exceptionnels, mais souvent, elles choisissent pas. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont avec des hommes qui font tout pour elles, qui sont riches et tout, mais ces mêmes femmes sont amoureuses d'un autre homme. Ouais. Oui, bien sûr, Ouais, c'est pour quelque dire part. que voilà, l'amour ne s'achète pas, bien que l'amour peut, l'amour ne s'achète pas, bien que l'argent aussi peut garder l'amour pour un temps, mais c'est pas éternel. L'amour, c'est un fait naturel. Et donc, en ce sens-là, l'amour existe bel et bien. D'après toi, qu'est-ce qu'on doit faire aux violeurs? Eh bien, c'est une question énorme, hein, parce que si je m'attache à mes mots, disons, dans mes causeries traditionnelles, j'irai à l'extrême, parce que Vas-y, un violeur, nous sommes dans la dissidence. un violeur, c'est quelqu'un qui met au péril la vie d'un autre, d'accord? Donc, on suppose que celui qui viole, c'est cette personne qui est capable d'ôter la vie. En tout cas, eh bien, c'est sur ce un violeur en tant que tel. Et la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à un violeur et tout, je crois que cela revient à la justice. Mais pour ma petite personne, ma petite idée, je crois qu'au-delà des juridictions qui existent, il faut imposer des mesures correctives aux violeurs. Si je parle de mesures correctives, je parle de mesures spécifiques, eh bien, qui sont pas prévues dans notre juridiction, mais qui peut en tout cas être modifiées, voilà, pour instaurer certaines mesures correctives pour que on puisse diminuer l'élan de ce phénomène-là, parce que c'est très mauvais, voilà. Parce que concrètement, quelles sont les mesures correctives que tu proposes? Si aujourd'hui les instances requièrent à ce qu'une femme comme toi fasse des propositions, qu'est-ce que tu allais proposer concrètement? Bon, biologiquement, je crois qu'il faut faire des recherches, il faut faire des collaborations avec des médecins pour nous proposer en tout cas quelque chose, un médicament qui peut diminuer surtout le désir sexuel de l'homme, parce qu'on suppose que c'est la non-maîtrise de son désir sexuel. Il faut augmenter aussi la peine. Oui. Alors, la peine pour des violeurs et tout. Augmenter la peine? Bien sûr, il faut augmenter la peine, bien qu'il y a une peine qui existe, mais il faut quand même augmenter. Et surtout, il faut chercher des cadres d'accompagnement moral, instaurer des cadres d'accompagnement moraux, voilà, pour les jeunes filles en tant que telles, pour que celles qui ont été victimes de viol, pour qu'elles ne soient pas impactées de par le futur, de par les répercussions du viol qu'elles ont subi. Voilà, donc, bon, disons, je n'irai pas parler jusqu'à de castration, parce que je crois que le droit ne dépend pas, la loi ne dépend pas de mes sentiments personnels, bien que j'ai tendance souvent à faire cette erreur-là, voilà, quand je suis touchée par un cas de viol. Mais je crois qu'il faut vraiment mettre de la lourdeur dans les mesures qui ont été déjà prises. Ok. Personnellement, tu préfères la monogamie ou la polygamie? Ah bah bien sûr, c'est clair, c'est la monogamie. La monogamie? Ah bah oui. Pourquoi? Eh bien, naturellement, je suis jalouse. J'aime pas partager. La personne que tu as? Pas du tout. Même pas que la personne que j'ai. Mais naturellement, je n'aime pas. Mais cette jalousie est très positive. Partager ce que j'aime. Voilà. Donc, Okay. on suppose que l'homme que j'aime, je peux pas le partager avec quelqu'un. Voilà. Okay. Parce que... je me demande, c'est quoi la définition de l'amour si on est censé, on partage la personne qu'on aime avec une autre personne. Ouais. Voilà, donc. Moi, je ne suis pas une femme, mais parfois quand je pense à ce qu'une femme peut avoir dans sa tête comme réflexion quand elle pense au fait qu'elle doit partager son mari avec quelqu'un d'autre,
ça me brûle la tête. C'est dur, c'est dur comme sentence, parce que moi je dirais que c'est une sentence, c'est au-delà de la pression, c'est une sentence. C'est comme si le juge dans sa chaise dit vous êtes condamné pour 10 ans, 20 ans de prison. Voilà, donc une femme qui voit son mari avec une autre femme, je ne sais pas si toutes les femmes réfléchissent de la même manière, mais deux fois j'ai imaginé cette scène au fait. Un homme avec qui tu partages ta vie, le matin, tu le vois sortir avec une autre femme dans la même maison, au fait, dans le même cadre. Et Dieu seul sait tout ce que tu t'es imaginé la nuit de tout ce qui s'est passé. C'est dur, d'accord? C'est pareil aussi pour l'homme. Vous savez, les hommes ne pardonnent jamais l'infidélité de la femme. C'est pour dire que les hommes n'acceptent jamais de partager leur femme avec une autre personne. Et sans comprendre que c'est pareil aussi chez la femme. C'est très dur de voir une personne qu'on aime dans les bras d'une autre personne. Voilà. Et donc, le fait, au-delà même de la jalousie, il y a d'autres phénomènes qui s'imposent à ça, d'autres réalités qui s'imposent à ça. Parce qu'on suppose qu'un foyer monogame, c'est un foyer qui est plus ou moins stable. C'est un foyer qui a en tout cas la facilité de se développer parce que il y a une certaine, disons, compréhension qui ne dit pas son nom. Et disons, il y a ce qu'on appelle la tranquillité. Parce que dans un foyer polygame, 2 femmes, 2 idées, un seul homme, toujours des disputes, toujours des histoires, même si l'autre n'est pas coupable, l'autre quand même, on n'a pas les mêmes éducations, le même comportement. Est-ce que tu sais c'est un foyer instable de nature. Est-ce que tu sais que la polygamie est l'une des manifestations de la misogynie de l'homme? Parce que certains hommes supposent que à chaque fois que tu es victime d'une réalité que ta femme t'inflige dans le foyer, une réalité invivable, ne sois pas perturbé, cherche directement une deuxième femme parce que, d'après les hommes, médicament de femme, c'est femme. Et alors, médicament de l'homme, c'est l'homme. D'accord? Ah bon? Donc, quand ton mari décidera de trouver une seconde femme, tu feras quoi? Eh bien, quand je dis médicament de l'homme, c'est l'homme, c'est une métaphore. Okay. Voilà, c'est pour montrer de la lourdeur dans ce que vous dites, parce que quand vous dites médicament de femme, c'est femme, c'est dur à supporter pour les femmes. Et également, médicament de l'homme, c'est l'homme. L'homme aussi, c'est dur à supporter. D'accord? Quand vous parlez des répercussions qui poussent à un homme à choisir une seconde femme, mais cela ne devrait pas diriger le choix d'un homme vers une deuxième femme, parce que la souffrance ou les moments difficiles, tout le monde le traverse, voilà, que ce soit homme ou femme. Les femmes, dans notre société, les femmes, c'est pire même pour les femmes, parce que c'est la femme qui s'occupe de la maison, c'est elle qui s'occupe de la cuisine, de l'accouchement et tout. Et les hommes sont plus ou moins épanouis, voilà, que beaucoup de femmes, voilà. Okay. Et donc, la femme aussi est victime de stress. Donc, si elle se dit en tant que femme, elle est victime de stress, et l'origine de ce stress, c'est pas que c'est qu'elle fait dans son foyer, mais c'est lié à l'homme. Et donc, elle aussi, elle pourra se consoler avec un autre homme. Et ça peut pas se passer comme ça. Ouais. D'accord? Si tout le monde se mettait dans cet état d'esprit, ça pourra pas marcher. Et donc, il faut pas épouser une femme parce que tu as une femme à la maison qui te traite pas bien, ou bien en fait le mariage n'est pas une fin en soi. Si ça ne va pas, divorcer, d'accord? Le divorce n'est pas mal, même en religion, mais il faut divorcer pour une cause précise, une cause lourde, d'accord? Au moment où il n'y a pas la paix, la tranquillité dans un foyer, séparez-vous. Donc, ne guéris pas ta douleur à travers une autre femme. C'est très dangereux parce que la polygamie, en tout cas, a aussi ses inconvénients. Voilà, et je l'ai tout à l'heure dit qu'un foyer monogame est plus ou moins tranquille qu'un foyer polygame. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui sont responsables de la floraison ou de la pérennisation de la polygamie? Eh bien, je ne crois pas à cette hypothèse parce que c'est une idée déjà construite par les hommes. Disons, il y a des hommes carrément qui me disent moi je dirais jamais à ma femme
que je ne vais pas épouser une seconde femme. Je dis pourquoi? Il dit parce que elle va se gonfler, elle va plus me donner la peur du L'orgueil cœur. féminin. Elle va plus me donner la peur du cœur. Tout ça, c'est archi faux. L'amour, c'est quelque chose d'inexplicable. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes sur toutes ses facettes, d'accord? Quand tu aimes quelqu'un, tu l'épouses avec le bon et le mauvais côté. Comme on le dit, le mariage, c'est le bien, le bien et le pire, ok? Et cela aussi est valable pour la femme, d'accord? La femme aime l'homme, peu importe ce qu'il arrive, elle reste, d'accord? Elle ne cherche pas peut-être à voir ailleurs, en tout cas pour plusieurs femmes. Elle ne cherche pas à voir ailleurs, à faire autre chose, mais plutôt pourquoi c'est l'homme qui se trouve dans... Parce que de nature, l'homme est d'une part polygame, ok? De nature, parce que il est dit dans le Coran que l'homme doit épouser 4 femmes, d'accord? L'homme a le libre choix d'épouser, mais avec des conditions. Sans savoir que c'est interdit de façon, indirecte. Voilà, mais plutôt, il préfère s'accrocher au fait que l'homme doit épouser, à la possibilité d'épouser 4 femmes. Et c'est ce qui fait que dès qu'il y a des malententes, dès qu'il y a un problème, on passe automatiquement à épouser une. Donc, si vous aimez quelqu'un, voilà, vous n'avez pas besoin... vous ne réfléchissez même pas à trouver une autre femme. Donc ça, c'est un des arguments qu'on utilise pour garder la femme dans le sphère de la polygamie qui ne tiennent pas, qui sont dépassés et archaïques. Et oui, moi, j'insiste sur la partie parce que si toi, tu sais pertinemment que l'homme qui te désire a déjà une première femme dans son foyer et que tu acceptes d'aller là-bas, rester en tant que seconde femme dans cette polygamie-là, c'est quelque part ce genre d'attitude qui renforce les hommes à toujours continuer de la polygamie. Ça fait que la polygamie ne peut pas quitter parce que les femmes cautionnent cela. Souvent, c'est pas elles sont désespérées parce qu'une femme déjà qui a atteint la trentaine, dans notre société, elle se dit qu'elle n'a pas le choix. C'est une femme en vrai malingué, si je peux le dire. Que c'est une... Nous sommes même Ragbala, d'accord? Ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas trouvé d'homme, d'accord? Okay. Dans le sens, voilà, c'est périmé, c'est ça, merci. C'est une femme qui a duré chez ses parents et c'est une femme qui aura des difficultés à avoir un mari. Ouais. Et donc, ces femmes sont souvent désespérées ou que, c'est pas que ces cas-là, d'accord? Il y a d'autres cas, des jeunes filles qui n'ont même pas atteint la vingtaine, mais qui sont tellement embobinées par la tradition, qui ont tellement été convaincues de se marier, qu'elles sont prêtes à se lancer dans la main d'un homme, que tu sois polygame ou monogame, d'accord? Il y a ces cas-là. Et donc, une femme qui a envie de se marier et qui a une pression sociale qui est là, c'est pas facile de résister. D'accord? Je disais tout à l'heure qu'il n'est pas facile de résister à la pression sociale. Il y a une fine majorité qui se démarque de cela. Et donc, ce n'est pas elle forcément, d'accord? C'est plutôt la pression qui se trouve derrière. C'est plutôt leur état d'esprit parce qu'elles ont été préparées et construites à ça, disons. Voilà, donc je dirais pas... Elles ont été construites à accepter la polygamie. Voilà. Accepter la polygamie. Mais vous avez le choix, je crois. Il y a plusieurs hommes sur cette terre-là qui peuvent choisir comme premier plan. Mais le fait pour vous d'accepter d'être un second plan d'un homme, ça fait que la polygamie va toujours perdurer dans la société. Eh bien oui, vous savez, on n'a pas le même état d'esprit. Nous, les femmes... on est très différentes parce que on n'a pas la même culture. Il y a aujourd'hui rare de femmes qui ont grandi dans une famille, en tout cas qui leur donne le libre choix d'épouser l'homme qu'elles veulent. Voilà, c'est vrai que les idées sont dépassées plutôt que... Aujourd'hui, la balance est plus équilibrée, bien que cette pratique continue à persister. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont forcées à se marier sans leur gré. Et le mariage précoce, c'est une réalité. Le mariage forcé, c'est une réalité. Et donc, moi, je dirais que cela, c'est une pression familiale, c'est une construction. Et c'est pas tout le monde, une fois encore, qui parvient à tenir tête à ses parents sur ces questions-là. Donc, il faut être mentalement préparé à ça pour que, ou soit femme indépendante très tôt pour tenir tête à tes parents sur ces questions-là. En tant que femme, comment tu perçois le fait qu'une femme
lorsqu'épousé renonce à son patronyme pour enfiler celui de l'homme, est-ce que tu le trouves normal? Sous un œil un peu féministe. J'ai pas compris. Est-ce que tu partages et comment tu vois le fait qu'une femme, à partir du moment qu'elle est épousée aujourd'hui, si elle s'appelait dans sa famille Camara, elle renonce au Camara pour prendre le patronyme de son homme. S'il est, il est Keita, on dit Madame Keita, etc. Vous savez, cette question est très nuancée dans le sens où, pour moi, je trouve pas mal, mais quand vous faites une analyse très approfondie sur la question, vous allez trouver qu'il y a une injustice qui ne dit pas son nom. Okay. Parce que, par exemple, on dit aux hommes souvent, mariez-vous très tôt, d'accord? Et ayez des enfants pour ne pas que le jour que quand vous mourrez très tôt, votre nom ne disparaît pas, d'accord? Et là, quand tu mets des enfants au monde, tu maries une femme, tu mets des enfants au monde, tes enfants vont porter ton nom. Le jour que tu ne seras pas là, tes enfants vont continuer à porter ton nom. On va dire que c'est le fils de tel. Maintenant, imagine une femme qui s'est mariée et qui n'a pas son nom sur son enfant, d'accord? Elle meurt, elle a des enfants. C'est son nom qui va disparaître, d'accord? Donc, plutôt, on préfère préserver le nom de l'homme que de la femme. Il y a une injustice qui est là. Ouais. Ça fait que c'est l'homme qui est éternel et on efface on efface la femme. Voilà, mais bon, disons, en tant que femme, je vois cela très mal. Mais bah voilà, je trouve pas aussi dans un sens plus positif une personne qu'on aime de prendre son nom. C'est par amour aussi. C'est parce que tu l'aimes. D'accord, voilà, donc c'est pas mal sur ce sens-là. Est-ce que la souffrance d'une femme dans un foyer est une garantie pour la réussite de ses enfants? La souffrance d'une femme, une garantie pour la réussite de ses enfants. Oui. Eh bien, je crois que en ce sens-là, il faut relativiser la question de la souffrance. La souffrance dans quel cadre? La souffrance dans quel sens? Ok. Souffrir pour aider son mari. Son mari est pauvre. On suppose que ton mari est pauvre. Il n'a pas de quoi vous nourrir. Ouais. Tu te bats aussi comme un homme pour l'aider. D'accord? On suppose que ton mari n'a pas de moyens. Vous traînez ensemble. Vous souffrez ensemble pour passer ce moment. D'accord? C'est une souffrance. Son mari n'a pas de moyens, mais tu vas te débrouiller pour apporter à manger à tes enfants. Ça, c'est une souffrance. C'est une grande souffrance d'ailleurs. D'accord? En ce sens-là, je crois que cette souffrance-là a beaucoup de sens, peut avoir beaucoup de sens sur les enfants et tout, parce que il faut pas minimiser la spiritualité, en tout cas, qui est l'essence aussi de notre société africaine. Mais le contraire, la souffrance qui est liée à ce qui est infligé sur la femme de par l'homme, d'accord? Tel que la violence. D'accord, la maltraitance, le viol dans le foyer, le viol et tout. Cette souffrance-là, par contre, n'a rien de signifiant. D'accord, n'a rien de signifiant sur la femme. On a tellement embobiné nos femmes, les femmes avec ça. Quand tu souffres pour un homme, que tu laisses un homme t'infliger la souffrance, tes enfants seront comme ça. Mais c'est pourquoi je dis, il faut relativiser la souffrance. Je suis d'accord. Et partant, pour souffrir avec son homme, aider son homme à évoluer et grandir ensemble, d'accord? Mais je ne suis pas d'accord pour quelle qu'en soit une violence physique, mentale provenant d'un homme. Je crois que ce sont des types de violences que les femmes doivent bannir et refuser dans leur vie. Parce que j'ai connu beaucoup d'exemples qui ont montré le contraire. Il y a des femmes qui ont souffert dans leur foyer, qui ont été battues pendant des années et leurs enfants n'ont pas réussi. Ouais, carrément. Voilà. Et d'autres, par contre, elles n'ont pas vécu ça, mais elles vivent bien, leurs enfants ont un avenir prometteur. Voilà, elles bénéficient de ce que leur enfant est en train de faire comme exploit. D'accord? Donc, il faut relativiser ce fait. Et un jour, tu as dit, on a demandé sur Facebook, tu attires avec quoi? Tu as dit que tu attires avec ton intelligence. Bien sûr. Et dans la réalité, ce n'est pas ça. On voit majoritairement dans la gente féminine. Les femmes comptent plus sur le physique, sur leur aspect physique, sur leur corps pour attirer Comment tu perçois cela? Est-ce que tu trouves cela normal que les femmes
ne comptent que sur leur atout physique pour attirer un homme? Bon, je ne trouve pas ça normal. En fait, on a tellement inculqué ça à la femme comme normalité que aujourd'hui, le facteur, l'indicateur de la femme, de réussite de la femme, n'est pas dissocié à son physique. Et c'est très grave. Comme je l'ai dit, moi, quand on parle de question d'attirance, je fais directement allusion à mon intelligence parce que pour moi, la beauté sans intelligence n'est rien. Ouais. Et donc, quand on se rencontre et que je dois t'impacter ou que je veux que tu m'accordes du respect, mais c'est mon intelligence, d'accord? Donc, l'intelligence, c'est un élément qui permet à l'autre de t'accorder du respect. Ouais. Et la beauté, ça se trouve partout, d'accord? Partout où nous partons en trouvant la beauté. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ouais. C'est l'intelligence que tu incarnes. Ouais. C'est les qualités spécifiques liées à ton intelligence que tu montres. Okay. Okay? Et donc, la beauté n'est pas facteur, même si ça peut être un atout pour tant de femmes, mais cela ne doit pas être, en fait. Donc, on suppose qu'une femme qui est belle, présentable, il est très facile pour elle de réussir, mais quel type de réussite, d'accord? Ouais. Une réussite qui est liée à son physique, ou pour être objet sexuel pour un homme, d'accord? Donc, il faut se départir de cette idée de physique-là. Si nous, les femmes, au-delà de notre beauté, nous voulons vraiment impacter la société, nous voulons nous hisser au même titre que les hommes, il va falloir jouer sur notre intelligence, au-delà de sa beauté. Beauté jumelée avec intelligence, ça donne quelque chose de bon. Ouais, de vibrant, Voilà. d'attirant. Et... Voilà. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas mariée. Quelle est ta conception du mariage? Bon, dans sa conception basique, le mariage étant l'union entre deux personnes de sexe opposé qui s'unissent, qui décident de construire un avenir ensemble. Voilà. Donc moi, ma conception du mariage, c'est ça, c'est créer un cadre avec quelqu'un avec qui je me comprends bien, avec qui je peux partager ma vie, mes ambitions, mon futur et surtout avec une personne avec qui je peux surmonter mes moments difficiles, mes moments de force et mes moments de faiblesse, d'accord? Et surtout, une personne qui est capable de me soutenir et au retour, vice-versa. Ouais. Donc, ma conception du mariage, c'est un peu dans ce sens-là. Et aujourd'hui, supposons que tu es en couple, si ton mari te frappe, tu fais quoi? Eh bien, comme je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, quand mon mari me frappe, je le frappe. Mais c'est encore une de mes métaphores. D'accord. Donc, bon, disons, la violence n'est pas à minimiser, peu importe la dimension, d'accord? Quand ton mari te frappe, on suppose qu'il t'a agressé, d'accord? Donc, je vais relativiser, il m'a frappé, d'accord? Il m'a frappé comment? Comment il m'a frappé? La violence, c'est la violence. Est-ce qu'il m'a tapé? Est-ce qu'il m'a vraiment violenté? Parce que souvent, il y a ces erreurs, que ce soit de la part de l'homme, de la femme qui ça arrive. Il y a de ces erreurs de réglementation qui arrivent que sur le coup de la discussion, on peut donner un coup. Voilà, donc en tant que femme, je connais des sanctions qui peuvent s'imposer à ça. Et si c'est dans l'extrême, je vais faire recours aux juridictions compétentes. Dans quelle mesure, quand ton mari te frappe, tu le frappes? Eh bien, je ne dirais pas proprement dit le frapper, puisque si j'avais la force, j'allais le frapper. Imagine que tu as la force. Imagine que j'ai la même force comme lui, j'allais le frapper. Mais si j'avais la force, réellement, j'allais le frapper. Ah bon? Ah bah oui. Tu réunis à l'amour, à tout et tout, et tu le frappes. Bah, peut-être que, comme les hommes le disent, qu'ils frappent les femmes, pas parce qu'il y a manque d'amour. Et pourtant, moi, je trouve que ça va au-delà, en fait. Frapper quelqu'un, c'est vrai, ça va au-delà un peu. Je crois que c'est une conception qui mérite d'être analysée de fond en comble. C'est pas question d'amour, mais il y a une action qui s'est passée là. Je joue à la légitime défense. Ouais. Voilà, donc... tu prends ton arme. Si j'avais la force, j'avais la même force comme lui, j'allais le frapper sans doute. Voilà. Donc, au cas contraire, si je ne veux pas le frapper, parce que après tout, je suis droit-de-l'hommiste, je ne peux pas me réclamer en cela et promouvoir la violence. Voilà, je préfère quitter ce mariage
ou porter plainte. Donc, c'est les deux cas. Mais dans l'extrême, sur le coup, si je vois que je n'arrive pas à supporter les coups, je vais le frapper. Je vais le frapper. Au cas où je peux supporter les coups et je laisse faire, après, je prends les mesures qui s'appliquent à cela. Mais je ne favorise pas cela. Voilà. Merci pour ces réflexions dissidentes et merci d'être passé dans notre podcast. T'en prie. Ton mot de fin. Disons, c'est un plaisir de passer dans votre podcast. C'est pour moi parler des questions de la femme, c'est parler de l'évolution de notre société parce que la thématique de la femme n'est pas que droits humains, mais elle est indispensable à un développement inclusif et durable. Et donc, la question du droit de la femme a toujours été une revendication très particulariste et depuis le 18e, 19e, 20e siècle où les femmes se sont vraiment réveillées à travers le monde et d'où même la source du féminisme moderne. Et donc jusque-là, tout le monde, en tout cas nos juridictions, les femmes et les organisations de la société civile font leur mieux pour promouvoir la femme. Mais jusqu'à présent, dans l'application des textes, d'accord, mais dans l'application, il y a des manques qu'il faut corriger. Donc, venir parler de ces situations d'inégalité ou de cette différence de traitement qui existe, c'est tout un plaisir. Et en ce sens, j'interpelle toutes les femmes à refuser et à dénoncer toutes sortes de violences. Et la rigueur commence par nous-mêmes. Si nous voulons se faire respecter, il ne faut pas privilégier les liens familiaux ou les liens, le lien amical sur la justice, au détriment de la justice. Donc, il faut refuser toute manipulation. Il faut être audacieux et il faut affronter les réalités. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on aille droit au but. Parce que si les hommes ne nous donnent pas notre droit, il vaut mieux l'arracher. Donc, sortons et arrachons notre droit. Merci pour ces jolis mots. La famille, ici prend fin ce podcast avec cette grande dame qui milite en faveur des droits de l'homme. Restez abonnés sur nos plateformes, notamment TikTok et Facebook. Vous allez découvrir régulièrement des gens dissidents, des gens qui s'écartent du commun, des gens qui ont l'audace de dire ce que plusieurs personnes ne pensent pas. Merci, à la prochaine.